Au sommaire de ce Vendée-Mag, la course bat son plein à la bord de l'Atlantique Sud. Les premiers écarts se creusent. François Gabard est notre expert du jour pour nous éclairer sur la performance de Sam Goodchild. Enfin, nous revivrons la triste nouvelle de l'abandon de Maxime Sorel au plus près du skipper de VNB Montmagny-Mayenne. C'est pas ça le bonheur. On accélère. Ah, c'est beau. C'est beau le Vendée Globe, hein. Effrayé. Au large de Madère, déjà 4 jours de course sont passés pour les concurrents du Vendée Globe et le plaisir d'être en mer prend le dessus. La flotte se recale sur un bord direct après avoir déboulé à pleine vitesse. Toujours au portant, les marins savent qu'ils vont ralentir. La température est montée d'un cran, le vent faiblit et la mer s'aplanit. En tête de la flotte, la première place change régulièrement. Nicolas Luneven, Sam Goodchild, Charlie Dalin ou Johan Richaume sont aux avant-postes en fonction de leur petit décalage pour utiliser au mieux les variations du vent. Les favoris ont montré leurs muscles chacun à leur tour en se mettant parfois dans le dur. Désormais, on passe à l'installation du temps long. Les marins récupèrent, alimentation, sommeil, réparation. C'est le triptyque de cette période. Aujourd'hui, c'est un petit peu mou. Du coup, j'en profite pour faire un petit peu de réparation. Je viens d'ouvrir le capot du moteur pour lier au cœur du réacteur. Je suis en train de changer mes descentes de foil que j'ai passées. Le matériel, du Sika, des ciseaux, et puis essayer de recoller les morceaux que je pouvais recoller. Je me suis chauffé pour faire une casquette étanche. On a fait un joint Sika et puis je suis parti en strat. En tout cas, ça me paraît pas mal. On prépare des pales d'hydrogénérateurs. Parce que les hydros, ils donnent pas de courant, donc s'ils donnent pas de courant, ça peut vite être la merde. C'est la magie du Vendée Globe. Ça y est. Première galère de réparer. Il y en aura d'autres. Ça me fait marquer, le bonheur il est là aussi en café quoi. Une tomate, un peu de sel. Mais c'est l'aventure. Regardez-moi ce panier à fruits. Il y a des pamplemousses pour un Vendée Globe quoi. Dans les mers du Sud, ça va être mon arme fatale. Je crois que là maintenant, ça va peut-être être l'heure d'une douche. Ça va faire du bien ça. Première douche à l'eau de mer, bien sûr. Je viens de passer avec un petit peu d'eau douce. Et là, ça fait du bien d'être propre. Il n'y a plus qu'à sécher, quoi. La situation météo générale est très inhabituelle. La dépression à l'ouest et celle de l'est sont bloquées par l'anticyclone des Açores, très bas, ici en bleu. Conséquence, les alizés qui soufflent d'habitude d'est en ouest à cette latitude sont éteints. La flotte est condamnée à naviguer très lentement pendant plusieurs jours. Presque une semaine de course, un peu lente là sur la dernière section. On va regarder tout ça ensemble. On est ici là avec le reste de la flotte derrière. Et là on essaie d'aviser à peu près l'archipel du Cap-Vert. On a une grosse bulle sans vent qui est devant nous. Vous allez voir ici la grosse bulle. Elle va se déplacer vers le sud-est en nous barrant la route. Elle va vraiment nous concerner pendant pas mal de temps. Le routage nous fait nous décaler beaucoup dans l'ouest. On cherche vraiment toute la flotte à juste faire un contournement par-dessus pour pas tomber dedans. Alors le problème c'est de doser quoi. Est-ce que je me mets loin pour avoir du vent ou proche pour faire une route plus courte? Forcément c'est pas évident. Le vent instable en force et en direction met les nerfs à rude épreuve. La flotte s'étale et cherche sa route vers l'ouest. Les premiers sont très ralentis et c'est un vrai resserrement qui s'opère. Les 15 premiers se tiennent en 60 000. Il faut en permanence rester vigilant, apporter la toile du temps. À bord, tout le monde tente d'optimiser le moindre souffle pour gagner du terrain. Changement de voile, équilibrage des poids à bord,
chaque détail compte dans la quête de déplacement. Je suis en train de vivre un de ces moments magiques là. Je suis en train de surfer une bande de nuages. Toute cette bande là. Qui était devant, qui va jusque par là. En fait, toute cette bande, il y a du vent. J'arrive au bout du nuage. Il n'y en a plus après. Je crois que j'ai à peu près tout exploité. Jean Lecam et derrière lui Konrad Coleman sont partis dans une option à l'est du terrain de jeu, cherchant à longer les Canaries puis les côtes africaines pour garder un souffle suffisant afin de descendre vers le Cap Vert. Tout le monde va par là. Et Jean et moi, nous allons par là. Et c'est effrayant. Même si je viens de Nouvelle-Zélande, je vais essayer de ne pas être le mouton noir. Et aussi, Jean Lecam est sur cette option. Je suis pas seul. Nous avons des bateaux similaires et il a une expérience météo en course monstrueuse. Donc je ne suis pas le seul à faire une erreur en descendant par cette route. Une option divergente assez incertaine qui permet toutefois aux vétérans de la course de prendre la première place des pointages pendant 2 jours puisqu'il est le plus au sud de la flotte. Mais les zones de calme sont tout aussi inquiétantes le long de la côte africaine. C'est sûr que je suis un peu décalé par rapport au reste de la flotte, parce que là, je me suis rapproché peut-être un peu trop des Canaries, mais là je suis passé. Là, normalement, ça devrait se calmer aussi pour le groupe de l'Ouest, on va dire. C'est toujours intéressant, si tu veux, d'avoir des options différentes. Comme je dis toujours, dans la vie, il faut oser et croire en soi. À l'ouest, les leaders butent dans la molle, jouent à saute-nuage comme on joue à la marelle. C'est Little depuis milieu de journée. Donc beaucoup de petits bricolages, check du bateau. Bon, ça fait du bien, un bateau qui bouge pas aussi des fois, mais bon. Alors là, ça va, tout le monde est arrêté, donc c'est pas trop stressant. Cette nuit, ça allait vite. Et là, dans une zone sans vent, là, à cause du nuage avec la pluie là-bas. Donc dès qu'on l'aura passé, on va retoucher un petit peu de vent. On est un peu plus est que nos concurrents qui sont là-bas, là, justement, de l'autre côté du nuage, ce qui est plutôt bon signe pour eux. À la marelle, on passe de l'enfer au paradis en un rien de temps. Ça manœuvre fort sur du Valley. Il y a du match. Je sais pas si vous le voyez, Johan, là-bas. C'est Jérémy. D'habitude, on enfourne, on pousse de l'eau, là, on vole. C'est fabuleux. C'est des bateaux de dingue. C'est ça que je voulais vous montrer. Il y a mon voisin de Hidoré qui est juste là-bas, là. Il est par là. Arnaud, qui est juste à la barrière de nuages que nous, on n'a pas. Et donc lui, il avance à 12 nœuds, parce que je vais sur l'AIS du bateau. Et nous, on est à 3 nœuds. Il est en train de me passer par-dessus, là, et tu peux rien faire. C'est horrible, la pétole course. Horrible. Les grains et leur survente brutale, les changements de vent violents obligent les marins à rester sur le pont, à la barre ou au réglage, quitte à tomber en dette de sommeil. Je l'ai un peu payé cette nuit, c'était dur, j'étais pas lucide, j'avais des abus. À un moment donné, j'étais persuadé qu'il y avait des pirates qui montaient à bord. Non, il n'y avait pas de pirates en fait. C'était juste les vagues qui tapaient contre les coques. Ce ralentissement de la tête de course permet aux concurrents qui avaient mis un peu de temps à rentrer dans le match, chamboulés par le départ, surpris par le rythme hyper intense imposé par les leaders. Ces retardataires profitent de cet embouteillage pour se replacer et retrouver le sourire. J'ai pas fait un bon début de course, hein, clairement, donc il a fallu que je réfléchisse un petit peu pour trouver une stratégie pas trop suicidaire. Donc voilà, j'ai choisi une route assez courte au final, qui joue un petit peu avec le feu, mais voilà, qui m'a permis déjà de remonter un peu au classement, donc d'avoir le moral qui remontait aussi un petit peu, et puis de rejoindre quelques petits camarades pour continuer à jouer. Donc, Eh ben, la bonne surprise, c'est que je suis revenue dans le match. Ici, tac, un peu au milieu de la flotte. Et donc, c'est reparti. On a fait 24 heures au top. On a pu revenir pas mal dans le match. Je suis assez content de là où on est. Et voilà, maintenant à nous de jouer, essayer de faire cravacher encore coup de pouce pour revenir encore un peu plus dans le match et rattraper quelques copains. Oh, Violette! Putain, mais elle va trop vite! Attends-moi! Regarde ce que j'ai pour toi en plus!
J'ai 3 brosses à dents, une violette et 2 oranges. L'instant clé du week-end dernier, c'est Thomas Ruyant, le plus à l'ouest, qui se recale au centre en empannant le premier pour mettre du sud dans sa route. Il se rapproche ainsi de la position de Sam Goodchild. Le Britannique, opportuniste, est resté sur une voie assez centrale et reprend une nouvelle fois le leadership en ayant creusé son avance sur le groupe de l'ouest qui a trop tardé à tourner son étrave vers le sud. J'ai retrouvé mes cow-boys du Far West en les personnes de Johan Richaume et Jérémy Veillou. On a deux petits acolytes qui se sont un petit peu échappés, mais voilà. Il y a une zone de molle à franchir demain. J'espère que ça va les ralentir un petit peu plus que nous. Je viens de croiser Paul Meillat, là, il y a quelques minutes. Voilà, il était en train de commencer à descendre vers le sud. Voilà, chacun a posé ses pièces. On verra bien qui a le mieux réussi cette descente. Après une semaine de vent portant, Louis Burton informe samedi soir la direction de course qu'il a entendu un gros crack au niveau de son écarteur arrière de point de tir, le jockey pole. C'est là où les forces de sa plus grande voile, le Jennaker, se concentrent. Il constate également des fissures structurelles sur le pont. Il poursuit ses investigations, reste en course, mais la réparation en mer paraît très incertaine. On était au portant, il y a juste un grain qui est rentré, tu vois. J'ai abattu, j'étais à 150 degrés du vent, putain, c'est pas possible. Il y a eu un crack et 5 minutes après, il y a eu 2 autres cracks. Et là, on voit bien là, hein, la bosse et la fente. Sur le bordé, c'est cassé jusqu'à 40 cm. Donc là, il y a un petit flot d'eau qui est arrivé par le bordé. C'est chier. Vas-y, là. Pourquoi ça fait ça? C'est pas possible. Ça allait bien, la speed, tout, là, et par rapport au bateau neuf, tout, machin, putain. Le bateau est bien pété, bien endommagé. Je pense que je peux réparer et je vais essayer de faire ça en mer. C'est poser sérieusement la question de l'abandon. Voilà, mais je veux pas me résoudre à abandonner, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux sur cette course. De l'autre côté de l'Atlantique, Xabi Verroes arrive à Las Palmas aux Canaries pour réparer ses voiles d'avant et le trou dans sa grand voile qu'il traîne depuis le coup de vent du Cap Finistère. Il parvient à reprendre la mer après 30 heures d'arrêt. Les deux vulnérables sont en tête de la flotte dans la course au sud et poursuivent leur descente avec une petite avance avant de buter de nouveau dans du calme. Sébastien Simon, qui avait été décroché dans le bord vers l'ouest, parvient à se glisser en restant au centre. Nicolas Lunven, à l'ouest, a suivi d'assez près le choix de Thomas Ruyant. Voilà le groupe de 4 qui a réussi à se détacher et qui inquiète leurs poursuivants, car s'ils parviennent à toucher les alizés, ces skippers pourraient prendre beaucoup d'avance. Je suis content, on s'en sort pas trop mal de notre petite option perchée un peu dans le nord de la flotte. Au final, le sud passait aussi avec Sam. Donc, non, c'est bien. Il y a un peu de réussite dans tous ces moments comme ça, surtout quand tu vois la descente de l'Atlantique qu'on a fait avec les grains un peu partout. Ça aurait pu passer un peu partout, mais je suis quand même fier de dire après une semaine de course, je suis leader de Vendée Globe, c'est exceptionnel. Voilà, on arrive dans la petite zone de transition là. On est les premiers à rentrer dedans avec Sam. Voilà, donc là j'ai changé de voile devant et puis voilà. Ça fait du bien aussi de venir un peu sur le pont. Jean Le Cam a poursuivi sa route le long de l'Afrique et devrait passer à l'est du Cap-Vert avant de reprendre un peu d'ouest, toujours sous spi, et trouver peut-être un couloir devant pour franchir le poteau noir sans se recaler trop à l'ouest. Les conditions sont agréables, la chaleur monte mais reste encore supportable. Les croisements se multiplient tant la flotte est groupée au cœur de l'Atlantique, comme l'explique Justine Métro. Je suis encore dans le bon paquet, il y a une bonne partie de la flotte qui est très proche de moi. Là, c'est cool déjà de pouvoir être là, ça pourrait être pire et puis du coup ça permet d'avoir quelques bons gars autour pour se tirer la bourre et puis essayer d'aller vite jusqu'à l'entrée du poteau noir. Sam Davis qui est juste là derrière, ou à côté plutôt, qui marche pris du coup plus de 20 000 dans la nuit. Elle a la bonne voile, il y a quand même 110 mètres carrés de différence entre la voile que j'ai là en l'air et la voile que je devrais avoir.
Donc pas facile. Allez, faut pas lâcher, c'est parti pour les réparations. Pendant ce temps-là, tout en avançant à petite vitesse vers le sud, Louis Burton s'est lancé dans une réparation express et impressionnante de la structure de son bateau. Ponçage, stratification et renforcement intérieur et extérieur avec le matériel du bord pour maintenir sa chance de poursuivre sa route. Dans cette zone de l'Atlantique Nord, un certain nombre de marins déploient des bouées scientifiques qui leur ont été confiées au Sable d'Olonne par Météo France dans le cadre d'un partenariat de la course avec l'UNESCO. Des bouées qui viendront nourrir le système mondial d'observation de l'océan coordonné par l'UNESCO pour enrichir la connaissance des scientifiques de l'océan et du climat. Et voilà, on est reparti, on a trouvé du vent. Ça déboîte, 27, 28, 29, 39. La tête de flotte se lance dans une course de vitesse pour 24 heures, enfin poussée par des alizés dans des conditions de glisse parfaites. Les monocoques les plus rapides avalent plus de 1000 km poussés par le vent. L'objectif pour tous, gagner vers le sud le plus vite possible, ne pas faire de cadeau à Sam Goodchild en le laissant s'échapper. Recoller avant l'entrée dans le poteau noir qui pourrait redistribuer les cartes, d'autant que derrière ce premier passage à niveau, le premier groupe ne veut pas rater le train d'une dépression brésilienne qui pourrait les emmener sur un bord direct vers le cap de Bonne-Espérance. C'est mon anniversaire. J'ai eu quelques cadeaux de ma famille et mon meilleur cadeau jusque-là, c'est que nous avons du vent. On va à 24 nœuds en moyenne et on est en tête du Vendée Globe. C'est un bon anniversaire. Happy birthday. Ciao. Depuis la semaine dernière, Sam Goodchild a été très régulièrement en tête de cette 10e édition du Vendée Globe. Le Britannique a été l'outsider le plus régulier et le plus dangereux depuis le début de la course. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, notre expert, c'est François Gabard. Bonjour François. Bonjour. Vainqueur de l'édition 2012, avez-vous été surpris de cette entame parfaitement réussie par Sam Goodchild? Alors surpris non, parce qu'en effet, Sam faisait partie soit des favoris, soit des très bons outsiders. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même sur les podiums de toutes les courses ces dernières années. Donc voilà, il a un profil, un marin qui est très bon et très régulier. Et c'est vrai que là, il fait un début de course qui est très propre dans ses placements, dans ses positionnements. Mais comme il l'a fait quelque part ces dernières années sur les dernières courses. Sur la trajectoire, François, de Sam Goodchild, depuis le Cap Finistère, il a pris la tête assez rapidement en utilisant une bonne courbure du vent. Et puis ensuite, dans la course à l'ouest, il a pris une trajectoire légèrement divergente. Qu'en pensez-vous? Là, tout au début, donc le long du Portugal, je pense qu'il a eu une option qui était vraiment d'aller chercher moins de mer, d'être peut-être plus toilé, mais plus anglise. En tout cas, d'une manière très certaine était favorable, puisqu'il recroise devant tout le monde au sud du Portugal. Donc ça, c'était évidemment positif. Et après, je pense qu'il a été beaucoup dans le compromis. C'est vrai qu'il a des options où il était souvent en glisse, plutôt centré, assez peu de prise de risque finalement en global. Et alors, dans la tête, vous l'avez vécu, être bisu, être en tête du Vendée Globe, comment on gère ça? Parce que lui, il semble d'une zénitude parfaite. D'abord, c'est le début de la course, hein, donc je pense qu'il est évidemment heureux d'être là où il est. On le voit d'ailleurs au-delà des trajectoires et de la façon dont il navigue en termes de positionnement, en termes de vitesse. Je pense qu'il a l'air très à l'aise sur son bateau, il a l'air d'être très heureux d'être là où il est. Et forcément, quand on est bisu et qu'on rêve quand même de la victoire, parce que c'est, je pense, son cas. C'est toujours plutôt favorable d'être devant. Ça va le détendre et c'est déjà des objectifs qui sont réalisés dans les premiers jours. Donc, je pense que je pense au contraire que ça lui remet un capital confiance qui est plutôt bon pour la suite. Et sur la prise en main de son bateau, c'est l'ancien bateau de Thomas Ruyant, Linked Out. Il a dématé avec au printemps lors de la New York Vendée. Ça ne semble pas l'avoir affecté, hein. Non, alors dans des conditions qui étaient quand même, on va dire, plutôt faciles et favorables pour les bateaux. Et d'ailleurs, il y a eu assez peu d'avaries. Mais non, je pense qu'il était plutôt dans de la glisse. On l'a vu, il n'a pas pris non plus des choix, je pense au Cap Finistère, en allant dans la mer très forte. Il a plutôt préserver son bateau. Et après, il le connaît bien, ce bateau. Il travaille avec Thomas Ruyant. Il a fait la Jacques Vabre avec Antoine Coche l'an dernier. Donc, je pense qu'il a aussi
une très bonne connaissance, une très bonne confiance dans son bateau, malgré ce dématage cette année. Et alors François, une réaction peut-être à cette trajectoire divergente, là aussi, celle de Jean Le Cam, qui a occupé la tête du classement une bonne partie de la semaine? Ouais, bah Jean, il tente. Et c'est vrai qu'il était plutôt au milieu de flotte quand il passe Madère. Et il y avait un peu de grandes options qui se proposaient devant lui et devant toute la flotte pour passer cette zone sans vent entre les Canaries et le Cap-Vert. Jean, il n'a pas hésité, hein. Il a l'expérience, il sait qu'il peut tenter des choses aussi, évidemment. Il fait partie, je pense, des marins qui ne sont pas forcément là que pour la gagne. Et donc voilà, il n'a pas hésité une seule seconde. Et quand il tente une option, il y va sans hésiter. C'est vrai qu'il aurait pu faire des petits recalages, mais non, il est allé jusqu'au bout de l'option. Et c'est là où on voit voilà, qu'il ne doute pas et qu'il n'a a priori pas douté. Et c'est peut-être évidemment intéressant aussi par rapport à son bateau, hein, sans foil, qui a peut-être pas forcément la même capacité que les foilers, et dès que le vent refuse, qui sont capables d'accélérer très fort. Donc voilà, il a tenté, il a plutôt sympa pour nous aussi de voir des options un peu différentes. Il a occupé la tête de la flotte sur les classements pendant pas mal de jours, hein, donc c'était plutôt sympa. Mais derrière, voilà, les foilers dans l'Ouest sont allés un peu plus vite et avaient une option qui paraissait quand même plutôt favorable pour eux, de là où ils étaient et avec le potentiel du bateau que les foilers pouvaient avoir. Merci beaucoup François. On vous retrouve sur la mer, hein. Vous allez peut-être les doubler assez rapidement puisque avec votre trimaran SVR Les Arctiques, vous êtes en stand-by pour votre tentative de record du Jules Verne. On vous retrouvera peut-être sur l'eau à la poursuite de ces marins du Vendée Globe. Exactement, on est début de stand-by pour le trophée Jules Verne, donc j'ai hâte, j'espère aussi pouvoir partir autour du monde là très rapidement et avec un peu de chance, on pourra croiser. J'aimerais bien vous envoyer des bateaux du Vendée Globe pendant le Jules Verne. Avec un peu de chance, peut-être en croiser. Donc, ça serait super sympa de se revoir comme ça en visio, mais avec tout l'équipage et directement depuis le trimaran SVR Les Arctiques. Merci François. On termine ce 3e Vendée Mag avec la mauvaise nouvelle de la semaine. C'est le premier abandon de ce 10e Vendée Globe, celui de Maxime Sorel, blessé à la cheville lors de sa montée dans le mât pour faire descendre sa grand voile. L'histoire du team VNB Montbana Mayenne s'est arrêtée prématurément à Madère. Bon, ça y est, j'ai fait mon empannage et là je fais route vers Madère. Il faut que je remonte au mât là pour affaler cette grand voile hein, qui ne veut pas descendre. Et que pour l'instant, il faut que je soigne ma cheville qui me fait mal. Ça y est, on est arrivé à Madère. J'arrive tout juste dans le dévent. On vient atterrir et on a vu Max en arrivant. Ouais. J'ai fait le bilan avec Myriam, ça fait 48 heures, ça sent qu'elle me dit qu'ils sont arrêtés le massacre. D'accord. Si on met 1,50 m derrière, il reste 14,50 m. Le truc, c'est qu'on est vachement large. The plan is to go the back of the boat and then Baptiste drop on the boat. Désolé les gars. Non, ça va être désolé, putain. C'est nous, c'est tout le service. Merde. Ben, ça fait que empirer. Et le diagnostic voilà, était tous les jours de plus en plus dégradant et la douleur grandissante. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. C'est bien ça. Je crois que c'est le ligament qui s'est rompu ou qui s'est étendu puis qui a saigné. Est-ce que tu as le sang qui diffuse sous la peau? Voilà, la décision elle est forcément dure. C'est 4 années de projet, c'est des quantités de sueur incalculables. Déçu mais pas abattu parce que voilà, ça reste un sport mécanique.
j'adore ça, les sports mécaniques. Il y avait la mécanique de la machine, il y avait aussi la mécanique de l'homme. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'étais préparé, du moins physiquement, je pensais être prêt et il suffisait de pas grand-chose pour faire que cette machine débloque. Voilà, le constat est là, quoi. On abandonne malheureusement le Vendée Globe. Maintenant, je sens que ça bout en moi et que je vais très vite rebondir.